Bonjour et bienvenue dans La classe des luttes, votre nouvelle émission d'histoire des luttes sociales pour Fréquence Paris Pluriel. Aujourd'hui, on reçoit Trash, tout droit venu de Barcelone, qui va nous parler squat et pirates. Squat et pirates, c'est le titre de son livre sorti en 2024, qui recense des tranches de vie en squat dans différentes villes d'Europe et du monde sur les 3 dernières décennies. Trash, avant de présenter ton livre, est-ce que tu veux commencer par définir ce qu'est un squat ? Alors, bonjour, merci de m'avoir invité. Squat pour moi c'était à la base un espace de lieu, de liberté, sans pression politique ou économique, où les gens puissent se rencontrer et puissent s'organiser, que ce soit politique au niveau culturel ou de faire de l'entraide mutuelle. Pour moi ça serait ça un squat. Il y a beaucoup de légendes sur la drogue, tout ça, certains films en France qui vont peut-être donner des mauvaises traces, mais pour moi c'est ça le squat. Les gens de l'extérieur ont pas cette notion parce qu'ils sont jamais rentrés. Il faut savoir aussi que c'est très dur de rentrer dans un squat parce que quand on arrive tout seul dans un squat, on trouve cette porte fermée. Ça fait un petit peu peur, surtout qu'on connaît personne, mais bon. Donc l'image du squat pour toi est très éloignée de par exemple un trainspotting avec tout cet usage de la drogue, ouais. De la criminalité par exemple. Oui, ça parle beaucoup de drogue, c'est ça. Bon, j'imagine que comme à Paris, Barcelone ou Berlin, il y a encore peut-être des gens qui disent il y a peut-être encore des lieux comme ça. Mais non, moi j'ai pas été. Moi je vais commencer direct à me faire des amis. Moi, je suis anti-drogue, je me suis jamais drogué, mais je juge pas les autres. Et dans toutes mes expériences de squat, ou que ça soit d'ouverture, de vie ou de participation, j'ai jamais été confronté à ce problème, en fait. Moi, mon fils a plein d'enfants dans des autres squats, il joue au baby-foot, il joue à la PlayStation, pour pas faire de publicité. Tout va très bien. Il y a même des anniversaires d'enfants de squat à côté de chez moi. Et les voisins sont invités, les enfants des voisins sont invités, et ça se passe très très bien. Donc vous pouvez venir. Voilà. Il y a du jus de fruits à volonté. Merci pour l'invitation. Mais donc pour recadrer un peu le sujet, déjà revenir à une définition d'un squat. En gros, c'est un lieu occupé sans droit ni titre. Donc ça englobe les logements pour lesquels on cesse de payer un loyer, les bâtiments désaffectés, ouverts sans autorisation pour y vivre ou y mener des activités, aussi bien que les bidonvilles, les ZAD, tous les terrains et maisons dont on use dans l'illégalité. Mais ici, on va se concentrer sur les squats d'habitation urbains, c'est-à-dire les bâtiments qui sont occupés illégalement en ville pour y être habités, que ce soit motivé par la galère ou à des fins militantes. Car la pratique du squat n'est pas juste un acte individuel de survie, c'est aussi une revendication collective du droit à la vie et du droit à la ville. Mais oui, donc quand on entend squat, on imagine de petits propriétaires se faire accaparer leur maison par d'affreux délinquants sans gêne. La photo aux médias qui relaye des faits divers les plus obscurs pour justifier le durcissement des lois. En réalité, des logements vides, il y en a des masses, et ils appartiennent très largement à de grands multipropriétaires. Depuis les années 90, le nombre de logements vacants en région parisienne n'a cessé d'augmenter, presque autant que le nombre de personnes sans domicile. D'après les dernières données de l'INSEE, nous sommes aujourd'hui à 7% de logements vacants, c'est-à-dire inoccupés en Île-de-France, et 9% juste à Paris, donc soit près de 130 000. C'est à peu près autant que de personnes sans domicile dans toute l'Île-de-France. On les estime à 125 000. Et c'est sans compter donc les bâtiments publics ou anciens locaux d'entreprise laissés à l'abandon. Pourtant, chaque soir, 2000 personnes environ sont refoulées des services d'hébergement d'urgence par manque de place et 746 personnes sont mortes de la rue depuis 2025. Le fait de squatter permet donc d'abord de survivre pour les personnes privées d'accès au logement, et de militer contre la spéculation immobilière, les loyers toujours plus hauts et les politiques racistes qui mettent à la rue les exilés. Dans ce cadre-là, l'objectif peut être d'en faire des actions médiatiques, comme fait régulièrement par exemple l'association Droit au logement, le DAL, pour demander un relogement des habitants et habitantes, ou bien ça peut être aussi l'objectif de passer sous le radar pour s'y installer aussi longtemps que possible. Et outre les revendications sur les questions de logement, squatter c'est aussi un mode de vie peut être choisi, car le mouvement squat s'inscrit historiquement dans les mouvances libertaires et autonomes,
avec une tradition de l'autogestion et des pratiques culturelles qui lui sont propres. Pour beaucoup, ce sont des lieux d'émancipation, donc comme tu disais, d'expérimentation de modes de vie alternatifs, de création, d'organisation politique, des lieux de sociabilité et de contre-culture. Le mot squat englobe donc des réalités très différentes. Selon les lieux, on peut y rencontrer des personnes d'origine sociale très différentes, donc aussi bien des punks, des anarchistes, des exilés de tous les pays du monde, des artistes, des personnes en galère, et parfois tout ça à la fois. Donc on pourrait toujours tenter de dresser des grandes catégories de squats et de squatteurs, squatteuses, mais souvent elles s'entrecroisent. C'est pourquoi, plutôt que de tenter de faire un inventaire exhaustif, on a choisi d'inviter Trash pour nous raconter ses propres expériences et celles qu'il a recueillies pour son livre. Donc Trash, est-ce que tu veux déjà commencer par présenter ton livre en 2 mots? Je veux partir, t'as tout dit là. J'ai bien aimé. Il y a plein de choses intéressantes dans ce que t'as dit. Juste ce que je voulais relever, squat, c'est une forme de résistance dans tous les cas de figure ou quelque chose qui dérange. Si on considère le bidonville comme un squat, j'ai pas d'avis là-dessus, ça à débattre. Vous avez fait un programme là-dessus, il me semble, non? Alors, je vais faire court. Squat et pirate, ça a été une aventure un peu soudaine. Pour certaines raisons, j'ai dû déménager à Barcelone. Et ça va vous surprendre, mais j'avais pas envie beaucoup de travailler. Je voulais me consacrer à d'autres choses, faire du militantisme, ou organiser des événements. Et puis ma famille, j'étais jeune papa, il fallait vraiment que je trouve une solution pour un logement. Les endroits là-bas occupés ou par affinité politiquement sont vraiment très surchargés. Puis il y avait peut-être pas tout le temps de place pour des nouveau-nés. Et puis on avait envie de vivre notre aventure. Donc on s'est dit, il faut qu'on ouvre une maison nous-mêmes. Donc on l'a fait avec toute une organisation. Il y a tout un chapitre là-dessus dans le livre qui est écrit. Dans le livre, il y a 30 personnes qui interviennent. Hein. Moi, j'ai écrit 5-6 textes, ok. Et ça raconte un peu cette ouverture. Et j'ai commencé à écrire, parce que des fois, qu'on n'a pas de loyer, on a un peu plus de temps libre. C'est pas tout le temps le cas, mais des fois, ça arrive. Et puis, j'ai commencé à écrire sur mon ordinateur pendant quelques jours, l'ouverture de cette maison. Puis, j'ai une amie qui trouvait ça très joli. Puis, à partir de ce moment-là, je me suis dit, si je proposais à d'autres gens de participer pour faire un petit fanzine. Et puis ça a grandi, et puis de sortir un livre de 480 pages avec plein de photos, 7 ans pour le sortir. Et je trouve que ce livre aussi, c'est un peu, je l'ai pas fait exprès, mais une fois que c'est sorti, j'ai un peu tendance à croire que c'est pour laisser une trace un peu historique de quelque chose. Ce livre-là, c'est un livre. Des livres sur le squat juste à Paris, on peut en faire 15. Voilà, on a toutes nos histoires, mais c'était bien de mettre quelques histoires. Donc il y a eu une première sortie en 2024. J'ai refait un second tirage, et là il m'en reste presque plus. J'insiste sur le point, c'est ce que l'argent qui est sorti, après être rentré dans nos frais, reversé à des causes anarchistes ou des caisses de soutien. Voilà. Et ça, on est super content. J'essaie de faire court, je suis désolé. Non, c'est super intéressant. Et pour revenir un peu sur toi, quelle est ta première expérience de squat? Moi? Oui. Moi, je suis de Saint-Étienne à la base. À Saint-Étienne, quand j'avais 16-17 ans, il y avait plein de concerts de punk, les Berus, au TH. Moi, je suis métalleux en plus. Tu vois. Donc, j'allais voir les punks. Et en fait, je suis parti à Lyon quand j'avais 17 ans sur les pentes de la Croix-Rousse, et c'était incroyable, quoi. Les pentes de la Croix-Rousse en 1988, 89, 90, il y a une multitude de lieux squattés où il se passe plein de choses. La première fois, je suis entré au Volnitsa. C'était un squat magnifique de Lyon, super connu pour faire plein de concerts. Je suis arrivé trop tôt au concert, et une personne qui j'étais très jeune, a répondu un peu mal, et j'ai eu peur. Je suis rentré chez moi, je suis pas revenu. Mais après, les jours d'après, je suis revenu avec 1 ou 2 amis qui avaient mon âge, et à partir de là, y a pas un mec qui fait la sécurité, quoi, c'est prix libre. Ah, mais tu peux parler au groupe. Il y a des... regarde, ça parle véganisme. Qu'est-ce que c'est ça? Tiens, je vais le lire. Enfin, tu vois, quoi. Premier souvenir, incroyable.
plein d'émulsions au final, intellectuelles, politiques et militantes. Et puis encore plus, au bout de 2-3 fois, il y a des gens qui te reconnaissent et tu commences à parler avec ces gens. Ça, c'est incroyable aussi. Et à partir de là, tu peux monter. Ah, bah, samedi, on va se voir. Et puis après, on va monter un groupe. Et puis on va voir ce qu'on sait ensemble. Et puis après, enfin, etc., quoi. Ouais, ça s'est fait donc un peu de fil en aiguille, naturellement. Donc c'était à la fois des rencontres et puis aussi la découverte d'une culture squat. Est-ce que tu dirais qu'il y a une culture ou des cultures squat? Une culture squat. Oh, bah, moi, quand j'arrive à moi, je parle de Barcelone, hein. Paris, je peux pas parler. Oui, t'arrives à Barcelone, t'as une culture squat avec tous ces choses qui ne bougent pas depuis 20 ans, c'est en train de changer, ils sont un peu pénibles, quoi. C'est comme tu t'ouvres à la Bible, à un moment, faut faire comme ça. Mais plus au sein des squats, tu vois, par exemple, la pratique du prix libre que t'as mentionné, la gratuité, les cantines véganes, ce genre de choses. Est-ce que c'est des choses qui t'ont attiré? Ah bah, c'était complètement nouveau, c'était déjà pourquoi, je comprends pas, quoi. Et pourquoi dans ce squat la bouffe est végane alors que personne n'est végane? Mais moi je suis content. Ça me va bien. Mais plein de questions comme ça. Non, mais ça m'a vachement attiré parce que ça m'a permis aussi, moi j'ai fait de la zik pendant des années, s'il n'y avait pas ces lieux, je n'aurais... Regarde, s'il n'y avait pas ces lieux, je n'aurais pas rencontré la mère de mon fils, je n'aurais pas fait des tournées avec mon groupe. Bon, j'ai des amis dans ces lieux en dehors, mais et politiquement, je me suis situé, je fais du sport, j'ai appris à jouer d'un instrument de musique, j'ai appris à faire de la plomberie, enfin, tu vois. Ça a grandi. Moi, je suis parti à l'école à 16 ans, quoi. J'ai appris l'anglais, j'ai appris l'espagnol dans les squats, quoi. J'avais rien appris à l'école. Si j'ai fait ce livre, c'est parce que c'est ma vie, en fait. Ce lieu-là, ça m'a formé, ça m'a construit, quoi. Moi, je me souviens, un truc qui est super important. Dans les années 90, à Lyon, il n'y avait pas une brochure sur le féminisme, par exemple. Quand je suis arrivé il y a 15 ans dans ma nouvelle ville, là, j'ai pris une claque, j'ai fait, ah ouais, attends. On va s'enseigner surtout les luttes les gens qui se battent pour les luttes transgenres, etc. Enfin, je suis en permanente déconstruction, quoi. Je dis pas que je suis parfait, mais tout ça, si j'avais été, je veux pas dénigrer les gens qui travaillent, mais si j'avais été resté dans mon lieu de travail, j'aurais jamais eu conscience de ça, quoi. Pareil, en ce moment, on a beaucoup de gens qui, dans certains lieux occupés, qui viennent d'Iran, qui viennent énormément de Russie, de Biélorussie. Je les aurais rencontrés comment, ces gens, avant? Et maintenant, j'ai des super amis, quoi. Donc en fait, ce que tu racontes, c'est que, ton entrée dans le milieu squat, c'était très très lié à la musique. Ah, c'était 100%, ouais. Les concerts, autant aller voir des concerts que faire de la musique. Et que après, c'est aussi une rencontre avec une culture plus large, qu'on peut résumer aussi, toutes les pratiques qu'on a citées, c'est aussi lié à la lutte générale contre les oppressions systémiques. Tu sais, quand je suis parti de France, je gravitais Saint-Étienne-Lyon, mais moi je croyais que c'était que les punks qui squattaient, quoi. Je fais, non, ça marche pas comme ça. Là, des familles, des familles monoparentales avec des enfants, bien sûr beaucoup d'exilés, beaucoup de mafias, de problèmes, même dans certains lieux d'Europe, des fascistes qui squattent. Mais effectivement, cette figure punk associée au squat, c'est aussi peut-être beaucoup les médias dominants qui utilisent cette image du punk qui de base fait peur. Moi, je crois que ça a été peut-être la faute des Berus pour ma part. Les Berruriers Noirs, ainsi squattent-ils. Te souviens-tu encore la commune des couronnes où flottait le drapeau noir au milieu du boulevard? C'était autour du feu, on se sentait heureux, on faisait des méchouilles un peu toutes les nuits. Te souviens-tu encore de ces concerts sauvages de la rue des Vilains? Ils s'en foutent sur Romain. On se couchait à l'aube, on se levait le soir, on décorait nos pioles et on chantait victoire. Te
souviens-tu encore de ce petit bar squatté? On n'avait pas le temps de l'appeler l'infamé. Et quand un car passait, tout le monde s'y mettait. Les keufs n'étaient pas nettes, c'est du pile de canette. Quelque part dans la Gaule, un petit squat résiste. On y voit de la gnôle, son promoteur touriste. Maintenant qu'il n'y a plus rien, on ne regrette rien, car il poussera demain des squats comme des petits pains. Tous les mal logés, il y a un comité. Et même dans ton quartier, il y a de quoi squatter. Pour tous les mal logés, il y a un comité qui défend le quartier, les promoteurs sans cœur. Ainsi squat-il, sans droit ni titre. Ainsi squat, sans toit ni loi. Ainsi squat-il, souvent fauché. Ainsi squat, toujours marteau. Они меня приглашают водку пить. Какой праздник, вот большой огонь. Товарищи танцевают, пят и поют. Нет, парень, здесь, как это приятно. Я находила новый дом, это мне нравится. Я очень люблю водка и водку хлеба. Лучше иметь 100 друзей, чем 100 рублей. Mais donc il y a aussi, oui, ce côté du squat qui fait peur, et donc les punks aussi, cette figure-là, et notamment, j'imagine, mais à Paris, la scène parisienne a beaucoup joué là-dessus. On voit beaucoup de scènes alternatives qui s'ouvrent dans les squats, et notamment un lieu très très connu qui est l'usine à Montreuil, qui a été fermé en 88, je crois, ou 89, où là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose d'assez énorme. Il y avait la Souris déglinguée, les Berruriers Noirs qui ont joué. Et donc, c'était presque institutionnalisé, mais toujours illégal. Et on en retrouve toujours maintenant, de la scène punk et les squats à Montreuil, peut-être moins avec les fermetures, mais ça existe toujours. Voilà, C'est bizarre parce que maintenant je vais dans des lieux autogérés occupés, en squat on va dire. Maintenant l'événement musical me fatigue. Cet événement de fête, je préfère un lieu de rencontre, un repas ou un jeu. Nous en ce moment on fait pas mal de raconte ta ruine, raconte ton pire moment que t'as vécu dans un squat. On fait des soirées comme ça, et c'est très drôle quoi, sur des thèmes et on a des bonnes surprises. Voilà, notamment un pote qui me racontait l'autre jour que l'AMSA Sands, le jour de l'expulsion, il y a un gars qui est venu avec une urne, c'était les cendres de son père, et personne n'a voulu le croire, c'est mon papa, il voulait rentrer dans ce lieu. Enfin bon, il arrive toujours des histoires incroyables. Je fais un peu du ragot radio. C'est ce qu'il faut pour l'audimat, c'est parfait. Non, mais en fait, moi, c'est comme un pote dans le livre qui explique qu'il a squatté en Australie, en Grèce, beaucoup à Londres. Il m'a dit, mais moi, j'ai rencontré des gens, j'aurais jamais pu rencontrer d'autres manières dans ces lieux, et j'ai vécu il y a d'autres gens qui le disent, ils disent, mais j'ai vécu dans des endroits incroyables. Moi, ma première maison à Barcelone, j'avais un jacuzzi et et vous savez, ces grands trucs pour faire du cinéma derrière. C'est vert. Un fond vert. Ouais, c'était incroyable, quoi. On garait les camions, mais j'ai des gens qui sont venus tourner des vidéoclips, quoi. Non, mais c'est pour dire, c'est un monde incroyable, qui est dur, impitoyable. Il y a beaucoup malheureusement, vous savez, souvent j'en suis sorti très, très, très triste. Mais, oui, très souvent j'étais très en colère, on s'engueule, il y a des conflits, des absurdités incroyables, mais bon. Est-ce que c'est souvent plutôt des tensions personnelles, politiques?
J'imagine qu'il y a un peu de tout. Il y a de tout. Alors, moi, malgré moi, bon aussi, moi je pense un acte politique ce que j'ai organisé dans un concert, dans un squat, pour moi c'est pas politique. Former partie de l'assemblée d'autogestion du lieu, c'est quelque chose de politique. J'ai été obligé malgré moi, vu que je formais partie d'une assemblée de centre social, d'être présent, d'essayer de gérer des conflits d'agression. Et moi, j'ai aucune formation. Bon, j'ai beaucoup appris, mais malheureusement, quand tu as géré ce genre de problème. Je sais qu'au mois de septembre, on organise chaque année un concert dans la rue. Il y a une amie qui s'est fait agresser par une autre personne. Il a fallu qu'on gère ce conflit. Là, ça s'est géré au niveau du quartier, on va dire. Bon, plus en interne à la base avec nous. Mais ça peut être des conflits personnels, politiques ou avec la mairie. Là, tu vois, où on habite, là, ils sont en train de refaire tous les trottoirs. Et là, on a tout un coin, c'est un jardin qu'on appelle les vignes, qui est autogéré. Ça fait des années qu'on s'en occupe. On a planté des oliviers, un bananier, on a mis des chaises, des tables. Et hier matin, bon, les travaux, ils veulent agrandir les trottoirs et la mairie est arrivée ils ont commencé à couper 2-3 arbres. Alors là, c'est direct, télégramme, tout le monde qui est là, on se retrouve on descend dans la rue pour faire pression. Bon, les ouvriers arrêtent parce que les ouvriers, ils savent pas. Puis après, on prend rendez-vous avec la mairie, on discute. Là, tu vois, les travaux sont arrêtés. On gère certains conflits de cette manière. Nous, on est où j'habite, on s'en mange une gentrification énorme contre la Airbnb. Comment on peut dire ça? Airbnbisation. La gentrification, on perd tous nos maisons, non seulement les squatteurs, les familles, et puis c'est une forme de lutte aussi. Puis on essaye d'améliorer le quotidien. Tu vois, on a fait nos bancs dans la rue, on a fait un arrêt de bus pour protéger pour l'arrêt du bus, et là on s'est retrouvé avec 20 policiers parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, et toutes les chaînes de télévision sont arrivées, alors qu'à 20 mètres de là il y a 40 personnes qui dorment sous les tentes, et eux ils s'en foutent. Voilà. Tu veux raconter un peu des expériences de lieux qui ont été donc habités par des collectifs à la fois de militants et de personnes plus en galère, des exilés, des personnes qui avaient d'autres urgences et d'autres objectifs à squatter. Comment est-ce que tu fais pour composer quand tu viens d'horizons, de milieux sociaux très différents? C'est surtout le hasard des rencontres, j'ai envie de dire. Mais moi, je sais que j'ai pas mal d'amis qui habitent dans des maisons occupées avec des lieux assez connus, je veux pas dire les noms. Mais il y a toujours des endroits on va dire une chambre de secours, un appart de secours pour des gens qui ont des soucis. Je sais, comme je t'ai dit, nous, chez des copains, on a des Iraniens. Incroyable, comme ils s'acclimatent vite, comme ils apprennent les langues, comme ils s'acclimatent. Maintenant, ils font limite la porte, ils gèrent la rue pendant les concerts. C'est génial, cette adaptation, quoi. Et je pense que c'est au fil des rencontres, quoi. Mais bon, c'est vrai que souvent il y a ce groupe de personnes, faut qu'ils viennent. Ou ce qu'on fait beaucoup, nous, pour vivre à Barcelone, pour avoir le début des aides, des droits à la sécurité sociale, on doit faire un truc qui s'appelle le padronage. Padronaje, en castellano. Et en fait, c'est un papier qui dit que t'habites là. C'est un papier que t'habites là. Alors t'as quelqu'un de la mairie qui dit vous habitez là, vous avez une chambre, à partir de là t'as une adresse, et ça commence à ouvrir tes droits. Ça c'est un gros travail, on le fait dans ma maison, on habite à plein. Et ça se fait beaucoup. Ça c'est aussi quand t'arrives, c'est le truc qu'il faut faire. Donc tu cherches par tous les moyens, mais encore beaucoup de gens qui n'ont pas. Mais je me suis un peu perdu, mais nous on habite avec une très grosse communauté rome. Il y a plein de conflits entre eux, parce qu'ils s'entendent pas, parce qu'on a de la précarité, bien sûr. Et il y a une partie du quartier qui se dédicace beaucoup à gérer du temps, les aider, bien qu'ils soient autonomes. Mais bon, forcément, ça se reverse avec d'autres conflits, avec d'autres personnes du quartier qui veulent s'avancer dans d'autres projets, et puis ça s'entrechoque, quoi. C'est une reproduction de la société normale que nous faisons, en faisant plus d'assemblées, mais peut-être en plus d'engueulades. C'est riche, mais des fois c'est compliqué, oui.
Je réponds peut-être pas forcément à ta question, mais moi c'est... c'est aussi sur les solidarités concrètes, matérielles qui peuvent se mettre en place. Ah bah les cons, mais regarde, nous moi je veux parler de mon quartier. Nous on a squatté une ancienne scierie qui sert un peu de centre social, et là-bas on a des douches, des machines à laver, on a eu des grosses tempêtes l'année passée à Barcelone. On a un ou deux de centres sociaux comme à Valencia, on a eu la Dana, la tempête qui est tombée sur Barcelone, qui a détruit quand même quelques apparts de gens qui squattaient dans mon immeuble, ça a tout explosé. Et puis dans le quartier, on a énormément de gens qui dorment sous les tentes, on dirait 80, dans un bidonville. Et ils avaient de l'eau jusqu'aux chevilles. Ces jours-là, on ouvre tous les lieux, ils viennent, vous pouvez rester. Et, ce genre d'initiative, quoi. Puis, moi j'en fais pas partie, mais je sais que les gens qui habitent avec moi, c'est obtenir les papiers avec la mairie, pouvoir une demande de logements sociaux, la sécurité sociale, enfin c'est plein de gens qui sont, comment on dit en français, qui s'impliquent c'est dur. Alors il y a la plupart des gens, l'assemblée anarchiste du quartier, il y a la plupart de gens et du quartier qui s'impliquent dans cette entraide envers ces gens-là aussi. Et puis, je compte plus les fois, on a bloqué la rue, faire des manifs pour ne pas demander l'expulsion de ces gens pour qu'ils soient logés. Le 2 juillet, on a eu une grande expulsion avec nous on est 11 immeubles squattés, il y avait 3 immeubles qui devaient être expulsés. Bizarrement, les 3 immeubles expulsés, c'était avec la communauté rome. On se demande pourquoi. Mais là, ils ont bien fait leur taf, l'assemblée du quartier. Somebody, c'est le syndicat du quartier anarchiste horizontal. On se retrouve à 900 jours d'expulsion dans la rue, ils sont toujours là. Mais aussi, ce qui a vraiment poussé les gens qui à venir, c'est un gros travail de communication à travers les réseaux sociaux. Je n'ai pas parce qu'il y avait 14 enfants scolarisés. Et ça joue, c'est une réalité. Les gens peuvent pas rester insensibles mais regarde, ils vont expulser ces 3 immeubles, on a 14 enfants scolarisés à l'école du quartier, quoi. Du coup, t'as même les profs, même les parents d'élèves qui viennent. Enfin, bon. Ce que je veux dire, la lutte, moi je parle de ce que j'ai. À Barcelone, c'est vachement une lutte, ça reste pas dans le milieu politique, ça touche plein d'autres gens aussi, quoi. C'est ce qui fait la force là-bas. Mais vu le grand nettoyage qu'on est en train de subir, on n'en a peut-être pas pour longtemps. Terror y Misera ocupa la ciudad. del poder. El sistema se alimenta de sangre, dolor y sufrimiento. Que explote la venganza, que nuestro dolor se convierta en una bomba, que nuestro sufrimiento sea la piedra que golpee el ojo ciego de los poderosos. Que caiga su podrido reino, que caiga su podrido reino, que estalle la anarquía, que estalle la anarquía. ¡Ocupa la ciudad! 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 ¡Disolución! ¡El pueblo represivo! ¡Disolución! ¡El pueblo represivo! ¡Disolución! ¡El pueblo represivo! ¡Disolución! ¡El pueblo represivo! Vous êtes toujours sur Fréquence Parier Pluriel à l'écoute de La Classe des Luttes. Nous sommes avec Trash, auteur de Squat et Pirates, qui nous raconte ses expériences d'occupation. Bon, en fait, il y a tellement un problème de gentrification de population. Ils les rasent et ils construisent ils font de l'immobilier, quoi. Okay. Donc, enfin, nous, je sais que chez nous, ils vont nous expulser, ils vont faire des appartes avec piscine pour les touristes. C'est important.
La piscine. Ah bah, Ah bah oui. je reviendrai chaud, à hein. Barcelone alors. Chaud chez nous. Et on réclame, en fait, l'assemblée du quartier, elle va dans tous les conseils municipaux, on aussi intervient quand le maire fait des sorties publiques on réclame des logements sociaux. Donc le maire va au ciné, on fait une présentation parce que nous, on a eu la Formule 1, on aura le Tour de France et chaque occasion est bonne pour aller foutre le bordel. Voilà. Et c'est bien. Ils veulent pas négocier, mais petit à petit, il y a des avancées. Ici, on va en reparler, mais on subit une grosse vague de répression depuis les JO de Paris, qui ont vraiment été le prétexte pour les autorités de repousser du Grand Paris toutes les populations considérées comme indésirables. Toi, tu mentionnes aussi beaucoup dans ton livre l'impact des JO dans d'autres villes. Comment ça s'est passé ? Comme tout le monde me dit, je crois que Barcelone a commencé à se transformer en 1992, l'année des JO. On voit encore, je me souviens, les athlètes qui disaient « Oh, Barcelone, c'est les vacances, c'est incroyable, les JO, on n'a jamais vu ça. » Et tu vois encore l'impact des JO à Barcelone, comment certains quartiers ont été construits, certaines constructions, les hôtels des athlètes qui sont devenus des logements pour les étudiants, oui, un gros nettoyage. En fait, c'est les JO en 92 à Barcelone qui ont enclenché ce processus de nettoyage, de gentrification. Et maintenant, on continue avec d'autres événements. On a eu le défilé Louis Vuitton l'année passée dans notre quartier. On a eu le Grand Prix de Formule 1, ça accélère. On a eu là un truc aussi qui a été fou. La course de bateau là, comment ça s'appelle, une course de bateau, Copa Libertaria, quelque chose comme ça. Tout Barceloneta, le quartier a été privatisé, des apparts qui se louaient 700 balles au mois, du coup c'était 1500 € à la semaine, donc tous les gens ont été priés de partir, bien sûr. On a eu la privatisation du quartier pour le défilé Louis Vuitton. École fermée, enfin c'était dingue. Bon là la manif a été extraordinaire. Par contre là c'est vraiment c'est vraiment les gens du quartier qui sont sortis. Ça reste un mouvement incroyable. Mais tu vois, on a l'événement culturel pousse les gens à quitter la ville parce que vous êtes indésirables et puis il fait monter les prix. Ils ne pouvaient plus rester là, quoi. Barcelone dans 5 ans, faudra plus venir, hein, parce qu'il y aura plus rien. Là, tous les grands squats sont menacés. Les grands squats culturels. La Cinética Sant Andreu a vachement un lien social. C'est des salles de cinéma, mais tous les gens du quartier viennent. Il y a des projections, il y a des bouffes, il y a des classes de tout genre, il y a du sport, et là, si tu regardes sur internet, tu mets la Cinética, tu peux l'acheter, alors qu'il y a toujours les gens qui habitent dedans. Enfin, personne n'y habite, mais il est occupé. Et le Bloques Fantasma, qui est 30 ans d'existence, Casa Montaña, 33 ans, tous ces lieux sont menacés pour des projets immobiliers, quoi. Il restera plus rien. Nous, notre quartier aussi, nous, on est en train de lutter parce qu'ils veulent faire une Rambla Verde. Rambla, vous savez, c'est ces grands avenues. Oui. Là, les voisins historiques, ils veulent une Rambla Verde pour revaloriser leur prix de leurs appartements. Bah, c'est mieux avoir une Rambla Verde que des squatteurs et des bidonvilles, quoi. Enfin, on lutte contre ça aussi. Et c'est fou parce qu'ils vont détruire des dizaines d'immeubles sur une longueur de 1 kilomètre. Mais avant, faut exproprier les gens, et quand t'expropries les gens, t'as des squatteurs qui mettent dedans, donc ça va être sans fin. Et comment vous organisez la résistance un peu contre les expulsions ? Est-ce que vous avez une intersquat ? Est-ce que vous avez une défense j'en parle juridique ? dans le livre. Alors c'est le sujet qui est sorti tous les soirs pendant présenter. On a les syndicats de logement. Un syndicat de logement, c'est en principe une fois par semaine réunion. N'importe qui peut venir expliquer si t'as une montée de loyer injustifiée, ou si t'as pas de maison, ou si tu veux chercher à te loger, chercher une solution. C'est des gens il y a pas c'est tout horizontal. Si tu viens, c'est pour aider aussi. Et puis tu sais, ces syndicats de logement, la plupart des gens sont pas squatteurs, hein. C'est des gens comme nous autres, qui dédicacent de leur temps, un petit peu.
Et ça peut être, il peut tout se passer. Ça peut aller du squat, ça peut aller d'aller négocier avec ton propriétaire, ça peut être faire une conférence de presse pour décrier une injustice, on va dire. Ouf, j'aime pas ce mot justice. Décrire une situation qui n'est pas tenable. Ça a fonctionné, il y a eu des belles victoires. Et maintenant, il faut savoir que les syndicats de logement, il y en a un par quartier, c'est une force politique, quoi. Chaque année, il y a les grandes manifs, il y a eu les grèves de loyer pendant le Covid, qui sont suivies par beaucoup de gens. Et chaque maintenant, au niveau répressif, j'en parle pas mal dans le livre, ils ont changé leur éventail de lois, de répression, parce qu'il y a quelques années, c'était bon. En fait, il y a des années, les peines étaient assez faibles. Maintenant, c'est des amendes de 400, 500 €, parce que la grande force des syndicats de logement, c'est chaque fois qu'il y a une expulsion, il y a des dizaines d'expulsions locatives. On parle pas de squatteurs, on parle d'expulsions locatives par jour. Et il y a beaucoup de gens qui viennent au syndicat dénoncer, ils viennent m'expulser demain. Donc le syndicat lance un avis de demain, expulsion à 9h. La commission juridique arrive à 9h15. On doit être nombreux. Donc j'ai passé pas mal d'années et moi et mes camarades et d'autres, à bloquer des expulsions locatives, et ça marche. Bon, tu gagnes pas beaucoup, tu gagnes 1 mois, 2 mois, mais il y a eu des situations assez folles. Il y a des fois t'es 10, puis il y a des fois, comme je t'ai dit tout à l'heure, t'es 900. Quoi. Donc vous avez vraiment des réseaux de soutien concrets entre locataires précaires et squatteurs. Ouais, c'est très très fort, c'est très connu. Tu sais, les syndicats, chaque quartier, ils font des collages tous les mois. Si t'as des problèmes, viens à l'assemblée, on en parle. L'assemblée divise en plein de commissions. Moi, je vais pas au syndicat de logement. Moi, je vais juste quand il y a des expulsions locatives, je fais partie de la masse ou des individus qui essayent de bloquer, quoi. Voilà. Mais des fois, ça se passe très bien. Des fois, ça se passe à coup de matraque, charge de CRS. Il y a de tout, quoi. Si la commission juridique décide qu'il faut expulser le logement, elle va appeler des renforts de police. Et puis, bon, les gens qui vont à ces blocages, c'est des étudiants, c'est des femmes seules, âgées avec des enfants. C'est pas le black bloc de fou non plus. Hein. Au bout du deuxième matraque, on commence à se pousser, quoi. Voilà. C'est une forme de résistance qui a beaucoup marché pendant quelques années. Maintenant, c'est plus compliqué. Mais ça continue. Et maintenant, c'est plus les derniers depuis 3 mois. Ce qui est effrayant, c'est des expulsions on va utiliser ce terme. Bidonville, c'est bizarre, non? Des gens qui dorment dans des campements. Les dernières semaines, tous les appels étaient, il y a ces gens qui dorment, dans cette zone, dans des campements, qui vont être expulsés. Les derniers mois, c'était ça, tout le temps. Maintenant, ils se font pousser en dehors de la ville. La dernière, je sais pas comment c'est ici, mais à Barcelone, c'est complètement fou. Le nombre de campements sauvages, le nombre de gens qui dorment dans des tentes de partout, dans des zones industrielles, sur les plages, dans les parcs. C'est fou, c'est complètement fou. C'est exponentiel, quoi. C'est fou. Ça te prend au cœur. C'est incroyable. C'est très triste. Et du coup, est-ce que tu penses que les voisins, par exemple, dans les quartiers qui sont beaucoup squattés, comprennent la démarche et soutiennent aussi du fait qu'on voit beaucoup les difficultés de logement? Il y a de tout. Moi, je vais juste parler de mon quartier. Je sais que dans le quartier, il y a un grand soutien. Bon, tu vas sur la rue, tu vas parler à ceux qui sont à la rue d'au-dessus, on est les pestiférés, forcément. Mais il y a beaucoup de soutien. Ouais, il y a beaucoup de gens qui gravitent, qui ne sont pas squatteurs, qui viennent aux événements, qui partagent. Mais attends, mais moi, quand je suis arrivé à Barcelone, ils vont vers Can Badio. Maintenant, c'est une institution, il y a le B de Barcelone dessus. Mais au début, c'est 400 voisins du quartier qui sont rentrés dans ces lieux qui ont dit basta, quoi. Ils voulaient construire des appartements de luxe et c'est les voisins qui ont dit basta, quoi. Parce que ces lieux, il y a les mamies à 4h d'après-midi qui vont jouer aux cartes. T'as les papis qui vont jouer aux fléchettes. Et t'as une garderie. Moi, mon gamin, il avait 1 an, il y avait une garderie et plusieurs fois, j'ai laissé là-bas, quoi. Nous, on squatte que des lieux municipaux. Je ne squatte pas la propriété privée. C'est un point de vue. Nous, notre quartier avait plein d'immeubles qui appartenaient à la municipalité pour le détruire parce qu'ils voulaient construire un périph' à la place. Faute de budget, ça s'est arrêté. Voilà. C'est un très gros débat aussi. Surtout le traitement d'informations en France dans les chaînes d'information continue. Quand c'est regardez, ils ont squatté la maison de Mamie Janine, les salauds, un peu plus. Enfin, et tu vois
tu vois tout le temps qu'au bout d'un moment, bah, en fait, l'histoire, c'est pas ça, quoi. C'est des embrouilles entre toute la famille, des histoires de loyer non payés. Enfin, c'est jamais la bonne version. Enfin, nous, on occupe des bâtiments municipaux. Voilà. Il y a aussi le côté pratique de si on ouvre en collectif, on a envie d'un lieu un peu grand avec des espaces collectifs, donc on va plutôt cibler soit des bâtiments publics ou des anciens locaux d'entreprises, des choses comme ça. Bon, bah, nous, c'était facile parce que quand notre quartier doit être en perpétuelle rénovation, comme disent exproprié, à côté, on a squatté un ancien garage, un atelier. Bon, il y a des gens qui habitent là, c'est très dur comme condition, mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. C'était Olario, ça. Et c'est quoi le plus beau ou le plus gros lieu que t'as squatté? Moi, regarde, dans mon quartier, j'ai quand même des potes qui ont une villa avec 3 piscines. 3 piscines. Bah ouais, c'est... Pourquoi n'avoir qu'une seule, en fait? Non, c'était des Russes qui magouillent financières, ils sont partis. Tu sais, t'as toujours des histoires comme ça. Et aussi le squattage de gens, des mafieux. Il y a beaucoup de mafieux de pays, de gens d'Israël, de Russie qui sont venus faire du business et qui ont dû partir pour motifs politiques et les établissements restent en l'état, donc faut en profiter. Moi, les 2 lieux magnifiques que je trouve pour moi, mais ils sont tous magnifiques. Enfin, Casa Montaña, c'est une ancienne genre d'un caserne militaire. C'est mythique. J'y vais toutes les semaines faire du sport. Mais pour moi, les 2 lieux mythiques, c'est la Cinética Sandreu, qui était un ancien cinéma. Je sais quand mes camarades sont rentrés, il y avait encore les machines pour faire le popcorn, par exemple. Et pour moi, le lieu le plus beau, c'est la squasheria, l'Hospital de Llobregat. Il y a 6 pistes de squash avec, c'est un ancien gymnase, en fait. 6 pistes de squash avec un étage, une terrasse incroyable, un coin pour faire des arts martiaux avec les tapis et les miroirs. Enfin, c'est incroyable, quoi. Il y a que le squat qui peut t'apporter. Ça vend du rêve. Il y a que des squats qui, je suis sûr qu'à Paris, il y a des trucs de fou. Et ouais, si tu devais raconter un peu, enfin, pas nous faire un tuto parce que ce serait complètement illégal, mais raconter à quoi ressemble une ouverture. Oh bah, il y a de tout. Bah, il y a de tout. Moi, je crois que maintenant, l'ouverture la plus rentrée de nuit, comme ça, grosse équipe. Moi, je crois que maintenant, bah, c'est ce qu'on a fait. Moi, je crois qu'il faut se déguiser en ouvrier, 1 ou 2 potes qui font les gays avec le matériel pour changer les serrures un peu plus loin. Faut y aller au culot, quoi. Tu te pointes à 9h du mat, t'es en bleu de travail, tu changes la serrure, les gens croient que c'est des ouvriers qui travaillent et ça passe crème, quoi. Faut y aller au culot. Moi, c'est comme ça. Ou, je sais pas, j'ai des copains aussi qui ont squatté une maison en mimant un anniversaire, ils étaient 200 dans la rue en train de chanter pendant que les autres cassaient la porte pour ouvrir le bruit. Et ça fait 2 ans qu'ils y sont. Enfin, il y a tout. Mais bon, la mythique occupation, tu rentres de nuit, avec un pied de biche et tout, c'est le craquage le bruit du bois qui craque sous le pied de biche, j'ai pratiqué 1 ou 2 fois, c'est quand même super jouissif, quoi. Secte, un groupe barcelonais. Liars.
Vous êtes toujours à l'écoute de la classe des luttes sur Fréquence Paris Pluriel, dans cet épisode consacré au squat, et on ne parle pas de fitness. Comme on parle de squat, on va essayer de faire un rapide retour sur l'histoire de cette pratique, qui ne sera évidemment pas exhaustive. Tout d'abord, on rattache souvent les prémices du mouvement squat à celui des diggers, apparu en 1649 en Angleterre. Il s'agissait de communautés agricoles qui occupaient les terrains communaux afin d'y vivre et travailler sans avoir à payer de taxes instaurées par l'Enclosure Act. Les diggers donc refusent et commencent à occuper ces terrains, puis vont jusqu'à former des communautés autonomes qui seront durement réprimées par le pouvoir royal et les propriétaires fonciers. Les diggers sont fréquemment associés à une sorte de proto-anarchisme ou de communisme chrétien, même si effectivement au XVIIe siècle, il faut recontextualiser ces pratiques. Globalement, les diggers, c'est à peine 2 ans d'existence. Mais leurs pratiques vont être répétées jusqu'au XIXe siècle dans le cadre de certaines protestations. On retrouve notamment en Irlande des pratiques d'occupation assez proches de celles pratiquées par les diggers, avec la Landleague contre l'occupation britannique à la fin du XIXe siècle. Comme on traite aujourd'hui du squat urbain, on va plutôt se pencher sur une histoire plus récente. En France, la question du mal-logement, elle devient primordiale suite aux travaux d'Haussmann qui vont entraîner l'expulsion d'au minimum 20 000 personnes de la ville de Paris. Et en fait, en 1870, au cours de la guerre franco-prussienne, le gouvernement avait établi un moratoire afin de suspendre le paiement des loyers pour les locataires. Néanmoins, à la fin du conflit, ce moratoire étant annulé, la question du logement devient extrêmement forte au cours de la Commune de Paris, où il s'agit d'une des principales revendications des communards. Ils voteront d'ailleurs la réquisition des logements vacants à Paris. À la suite de cet épisode, les milieux anarcho-syndicalistes, notamment inspirés par l'illégalisme et l'action directe, vont s'organiser au sein de différentes organisations, comme le Communauté révolutionnaire pour la grève des loyers, la Ligue des antipropriétaires ou encore les Compagnons de la cloche de bois. Enfin, il y a l'Union syndicale des locataires, fondée en 1910. L'Union syndicale pratique les occupations illégales et les actions médiatiques. On peut nommer par exemple le déménagement à la Gandillot, qui consistait à des alliés bourgeois à laisser leurs appartements de luxe à des personnes sans domicile. Il y a aussi par exemple partir à la cloche de bois, qui consiste à refuser de payer le loyer et partir avant que le propriétaire s'en rende compte. Toutes ces pratiques ne sont pas encore considérées comme du squat. Et en France, on n'en parle d'ailleurs absolument pas à cette époque. On parle plutôt de zonard plus que de squatteur, et cette figure du zonard est souvent associée à la criminalité et à la figure de l'apache. Petit saut dans le temps, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir 2 dynamiques différentes. En Angleterre, ce sont plutôt les milieux anarchistes et communistes qui se mettent à occuper des logements secondaires dans des stations balnéaires prisées par la bourgeoisie, notamment Brighton. On peut noter qu'en 1946, une gigantesque action de 1500 squatteurs a eu lieu en plein cœur de Londres pour l'occupation d'appartements de luxe. En France, le squat, c'est plutôt une question de christianisme social à cette époque. On retrouve notamment le mouvement populaire des familles qui rejoint et travaille avec Entente Squatters, qui est une structure qui va multiplier les occupations illégales afin de militer contre le mal-logement, qui peut être lié aux destructions massives de la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée des populations colonisées. Ce mouvement va progressivement se radicaliser par sa base et des actions, notamment à Marseille, mais dans tout le reste de la France, vont se multiplier, avec une préférence pour les occupations de châteaux, d'églises et d'anciennes maisons closes. La nouvelle dynamique de squat qui voit le jour après mai 68 en France est intéressante parce qu'elle dépasse les combats qui étaient ceux du squat de la fin du 19e et du début du 20e siècle. La question n'est plus uniquement le droit au logement et le droit à la ville. Le squat devient un lieu avec une dimension culturelle et politique extrêmement forte, où la question de l'utopie, de l'autogestion et de l'auto-organisation devient primordiale. Aux Pays-Bas, le mouvement situationniste Provo, fondé en 1965, lance des initiatives de squat comme Maison Blanche. Le mouvement influera beaucoup les mai 68 européens et participera à populariser la pratique du squat dans les milieux militants. On a notamment le quartier de Christiania à Copenhague qui a été fondé par un journaliste se revendiquant de cette mouvance.
Dans les années 70, les opéraïstes italiens vont s'approprier la dimension culturelle du mouvement squat en multipliant l'ouverture de centres sociaux et en promouvant un mode de vie alternatif anticapitaliste, refuser d'aller travailler à l'usine pour un patron, d'avoir une petite vie de famille bien rangée. Ces centres sont avant tout des lieux contre-culturels qui abritent des concerts et autres activités qui animent la vie de quartier. En Angleterre, à la fin des années 70, on va assister à la vague punk qui va rencontrer la pratique du squat. La contre-culture punk, elle devient vite indissociable. La particularité londonienne et punk, c'est qu'on verra très tôt des squats queer qui s'ouvriront, et en particulier des squats lesbiens. En France également, le mouvement punk rencontre le squat avec une scène alternative florissante dans les années 80 et 90. En Europe, le nombre de squats a connu son pic entre les années 70 et 80. On retrouve des lieux et des capitales du squat absolument emblématiques comme Amsterdam ou Genève, qui pouvaient compter à leur apogée plusieurs dizaines, voire centaines de squats simultanément. La pratique du squat revient régulièrement dans la sphère militante afin de faire face aux politiques de restructuration urbaine. Il faut aussi souligner que la pratique du squat converge avec d'autres luttes telles que les luttes d'immigrés et de sans-papiers en France et dans les autres pays européens. On fera un épisode dédié sur ces sujets prochainement. Merci Félix pour cette synthèse. En Île-de-France fut un temps où l'on pouvait squatter dans Paris. À la fin des années 90, tout le 20e et le 11e étaient parsemés de squats militants. Une vague de répression y avait mis fin et les lieux qui ont ouvert par la suite se sont concentrés dans la banlieue proche, donc Montreuil, Ivry, Vitry, Pantin. Aujourd'hui, une nouvelle vague d'expulsions menace de repousser encore plus loin la frontière du squattable. Parmi les dernières expulsions qu'on peut citer pour 2025, on a la Trotteuse à Pantin, le 1 rue Constantin et la Maison Nectar à Vitry-sur-Seine, la Maison Place de la Fraternité à Montreuil. Ça, c'est juste pour 2025, mais avant ça, ce sont plus de 20 000 personnes qui ont été expulsées de squat, campements et bidonvilles aussi. L'année qui a précédé les JO de Paris, donc entre 2023 et 2024. Et le prochain grand squat menacé d'expulsion aujourd'hui, qui, à notre connaissance, est le plus ancien qui tienne encore en région parisienne, puisqu'il a été ouvert en 2020. C'est la Kunda à Vitry-sur-Seine, qui est sous le coup d'une procédure et qui va avoir besoin de soutien à la sortie de la trêve hivernale. Vous pouvez d'ailleurs aussi aller écouter un podcast fait entre autres par des gens de la Kunda sur la plateforme Avis de Tempête, si vous voulez en savoir plus sur la répression des squats en Île-de-France et connaître un peu mieux l'histoire de ceux du sud de Paris. Pour les trouver, vous cherchez Avis de Tempête, saison 4, épisode 3, la lutte des squats, historique de la répression et le temps des mémoires. Et on recommande aussi la lecture de Paris Squat, des squats politiques à Paris entre 1995 et 2000 par Jean Berthaud. Alors j'en parle tout le temps. Il y a dans les années 2010, il y a un livre sur le squat qui est absolument incroyable, qui est introuvable, qui était sorti par un groupe de squatteuses de Lille qui s'appelle Cloporte. C'est toutes des petites histoires de tentatives de squat. Quand j'ai lu ce bouquin, je payais mon loyer. Ce bouquin m'a ouvert les yeux. C'est un petit bouquin comme ça, incroyable. Et moi, je trouve que des bouquins sur le squat, il n'y en a peut-être pas beaucoup, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est tabou, des choses qu'on peut raconter, ou c'est par fainéantise. Je sais pas, vous avez peut-être un avis là-dessus. Mais je sais que en parlant avec l'élaboration du livre, il y a plusieurs personnes qui me disent non, je participe pas, ça reste ce qui se passe dans le squat, ça reste dans le squat. Bon. Et au contraire, j'ai trouvé plein d'enthousiasme de plein de gens qui voulaient parler et plus. Mais maintenant, faut mettre un stop, mais parce qu'on peut pas sortir un livre à 8000 pages. Mais et je voulais aussi dire qu'il y a 2 reportages sur Internet que j'aime beaucoup. Il y a un reportage, c'était Arte qui l'avait fait, c'était Se loger en Catalogne, un sport de combat. Il y a une version française qui explique, c'est en 3 parties. Il y a la mairie de Sabadell, ça c'est nul. Il y a une partie sur les syndicats de logement. Il y a une partie sur les milices néo-nazis, qui est plus les squatteurs, parce que c'est devenu un business. En Barcelone, on n'en a pas parlé, mais je compte plus le nombre de bastons, d'entourloupes avec ces gens.
Et il y en a même qui sont des chefs d'entreprise qui sont très connus, qui vont se présenter aux élections maintenant, parce que l'Espagne est en train de prendre un virage à l'extrême droite complètement fou. Et il y a moins de garde-fous comme en France, ça va très très vite. Donc, Catalogne se loger un sport de combat, c'est sur Internet, c'est en accès libre, c'est super bien. Et pour ceux qui parlent un peu castellano, il y a un Precaristas, Islas Canarias, Précaire, Îles Canaries. C'est un reportage sur ces gens îles Canaries avec le tourisme qui a cessé de monter. On se retrouve avec plein d'immeubles vides. Et c'est les anarchistes d'îles de Canaries qui mettent des familles dans des immeubles sans appart, et c'est super intéressant. Au début, c'était l'autogestion fonctionnait pas, ils voulaient faire leur manière, et après tu vois que ça marche, quoi. Ça, c'est 2 reportages que je peux conseiller. Et le livre Cloporte, si vous le trouvez, c'est génial. J'en ai un, je vous le prêterai pas. Et comme livre, Squat et Pirate, c'est le nom du livre, on l'a pas dit. Presque plus dispo, mais à la parole errante, il est là. Et puis, je suis sûr qu'un copain qui peut vous le prêter. Et puis, le dernier livre, le livre sur Histoire de la ZAD, qui est plus dispo aussi, je le trouve super bien. Il y a vachement plein de ponts, de parallélismes avec ce que j'ai vécu dans mes luttes. Et ce sentiment de la vérité n'a pas été dite, on s'en fout que l'aéroport a été fait, il s'est passé autre chose derrière, quoi. C'était la lutte contre ce monde de merde. Et c'est super intéressant. J'ai beaucoup pris de plaisir à le lire. C'est pour ça que je me permets de mettre cette parenthèse. Et voilà. Super. Génial. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, c'est très gentil, merci. Bonne continuation au programme. Merci, c'est cool. C'est important. Et puis bonne continuation du squat au final. Oui. Je suis un peu en période de fatigue, de doute, mais bon, il n'y a pas de souci. Et j'ai oublié un livre très important qui est en vente ici aussi. Et maintenant s'ouvre la Maison Close. Sorti par Demain les femmes sur l'histoire du squat toulousain. Magnifique bouquin. Et j'aime bien ce bouquin parce que je finirai avec ça. Parce que dedans il y a une interview de personnes qui vivaient dans le squat quand ils étaient enfants. Et c'est super intéressant. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjudices sur les enfants qui vivent dans les squats. Moi, j'ai un fils qui a vécu 12 ans en squat. Il va très bien. Il a eu plein d'autres connaissances. C'est juste qu'on paye pas un loyer. On est des gens normaux. Voilà. Et tout se passe très bien. Voilà. Je voulais conclure avec ça. Merci à vous. Merci beaucoup à toi. La classe d'élite. On vous invite à soutenir la Kunda via sa mutuelle, qui est une caisse de solidarité autogérée que vous pouvez trouver sur Hello Asso. Vous cherchez Kunda, K-U-N-D-A dans Hello Asso. Si vous voulez mettre un peu d'argent, vous pouvez également soutenir le collectif des jeunes du parc de Belleville, également sur Hello Asso, que vous connaissez peut-être de par leur occupation de la Gaîté Lyrique en 2024. Et voilà, ils sont toujours à la rue, ils ont toujours besoin de soutien. Vous pouvez aussi les trouver sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez aussi soutenir les femmes du collectif Combat Hébergement 93, qui sont donc elles aussi sur les réseaux sociaux, si vous voulez suivre leurs actualités et participer éventuellement aux manifestations.